du socialisme français, en particulier celle de la période entre la Commune et la Grande Guerre sont très peu nombreux, encore aujourd'hui. Et Madeleine Rebelliou avait une grande familiarité avec l'histoire du socialisme européen. Elle connaissait la pensée de Marx et d'Engels et les différentes écoles marxistes nationales. Mais ce qui l'intéressait, c'était la France et son parcours particulier. C'est si évident dans son très bel essai intitulé en italien Il dibattito sulla guerra, les débats sur la guerre, paru dans l'histoire du marxisme et publié par l'éditeur Einaudi. Les particularités que Madeleine Rebelliou met en évidence dans son essai, tentant à réintroduire de plein droit l'histoire française et l'histoire du mouvement ouvrier à l'intérieur des grandes courants d'actions collectives de la classe ouvrière européenne, en partant du pacifisme militant des étudiants et des ouvriers français. Elle démontre avec clarté dans cet essai que la question de la guerre change profondément entre la fin de la Commune et le début du XXe siècle, avec l'émergence du concept de patrie, des voies nationales au socialisme et des luttes antimilitaristes. Ce qui intéresse de plus Madeleine Rebelliou, c'est de relire la Deuxième Internationale à partir du parcours politique et idéal de Jaurès et d'y réintroduire ainsi Jaurès et son socialisme non marxiste, comme elle l'avait expliqué avec abondance d'exemples et de citations dans son essai sur le Jaurès et le marxisme que vous avez inclus dans ce livre. Elle souhaite que, en quelque sorte, racheter Jaurès, lui donner sa juste place de leader au sein d'une internationale qui une grande partie de l'historiographie internationale avait cru à tort dominée par la SPD et par ses théoriciens. Selon Madeleine Rebelliou, des dirigeants comme Van der Velde, André Coste, Henri Deyman, Karl Liebknecht, ces deux derniers leaders du mouvement de jeunesse antimilitariste, je cite Madeleine, soutiennent de façon plus ou moins explicite Jaurès, constamment critique vis-à-vis des affirmations antinationales du manifeste de Marx. Madeleine Rebelliou aussi, je peux parler en tant qu'historienne italienne, a ainsi réussi à exporter en Italie les Jaurès politiques. En effet, jusqu'à son Jaurès et le marxisme du 73, les Jaurès connus en Italie était historien de l'histoire socialiste de la France et surtout de la Révolution française, et pas partie de l'histoire du socialisme en général. Pour ce qui concerne le socialisme municipal a été un des champs de recherche qui ont particulièrement intéressé Madeleine Rebelliou, bien qu'elle n'y a travaillé que partiellement. L'orientation de son travail les orientations de son travail sont déjà présentes dans un bref article que Madeleine publie dans Politique aujourd'hui en 1971. Un article très militant, on a parlé de sa militance dans les débats. Il s'agissait, comme pour tous les articles qu'elle écrivait assidûment pour ces périodiques, Politique aujourd'hui, d'une contribution militante et polémique contre une extrême gauche qui, à cette époque, était de 71, taxait d'intégration au système, je la cite, les formes de la gestion locale et en général les réformismes social et économique. Après 68, comme au début du XXe siècle, là, je cite Madeleine, la religion du suffrage universel était en crise avec la déception et les colères nées du millénarisme. Les prolétariats touchés par la crise économique et par les pressions et répressions exercées par le pouvoir central croient toujours moins au gradualisme et au pouvoir exercé par les votes. Madeleine Rebelliou trouve là des analogies entre les deux époques. Cependant, en tant qu'historienne, elle ne se borne pas à la polémique, mais elle entre dans les vifs du sujet
en démontrant encore une fois sa profonde connaissance des congrès, des courants et des hommes qui se sont défiés sur ce thème, le socialisme municipal, à partir de la position d'Allemand, en passant par celle des Vaillant, Blanqui et Brousse, avec sa théorie des services publics. Et on les trouve aussi dans l'essai que vous avez intégré dans les livres lecture de l'encyclopédie du Compère Morel. L'autonomie communale, je cite, foyer de la lutte contre l'État centralisateur et oppressif, devient un autre laboratoire pour le socialisme et le collectivisme, comme l'avaient été les bourses du travail, intérêt de Madeleine encore une autre intérêt, les bourses du travail au service des chômeurs et des luttes ouvrières. Brièvement, mais de façon exhaustive, Reberiou énumère avec une grande attention toutes les phases historiques de la question et introduit des thèmes qui lui sont chers. La conscience de l'honneur ouvrier, les formes du collectivisme si radicalement différentes de la social-démocratie allemande et les non-marxismes à la française. Et dans ce bref article, elle cite aussi un autre personnage que j'ai continué à étudier, Gare Miller, professeur d'économie politique à Genève et socialiste atypique. Quand il entre dans l'entourage d'un autre socialiste qui, après Jaurès, elle a les plus observés et sur lesquels elle aurait voulu écrire davantage, Alberto. L'attention de Reberiou se déplace aussi vers les guédistes, qu'elle connaît bien, mais qu'elle n'a pas étudié directement. Je me souviens très bien les débats qu'elle avait avec Claude Villard, et les études, les échanges avec Claude Villard sur les guédistes. Car les guédistes sont les adversaires politiques de ces sujets de recherche, Malon, Weber et surtout Jaurès. D'ailleurs, Jules Gued et ses partisans du POF, les seuls marxistes de France, bien que professant un marxisme dilué, sont vus en quelque sorte par Madeleine Reberiou comme les pères des adversaires politiques qu'elle affronte en 1971. Comment ne pas voir dans l'article que je viens de citer une analyse lucide et objective du passé en fonction du présent, c'est le travail de Madeleine. En réalité, le socialisme communal, qui ne concerne pas directement Jaurès, sinon dans sa pratique directe à Toulouse ou dans les Tarn, correspond très bien aux intérêts de Madeleine Reberiou et de sa façon de lire Jaurès. Elle trouve là réunis thèmes centraux de sa réflexion. L'effondrement avec l'État centralisateur, la progressive intégration de la classe ouvrière dans les institutions et dans la vie politique française, les débats internationaux autour du réformisme, la confrontation nationale avec les guédistes et enfin les thèmes du recours au syndicalisme et à ses formes de solidarité et de résistance, non pas en tant qu'élément subsidiaire, mais comme partie intégrante dans les luttes de classe et des luttes démocratiques. Par ailleurs, Reberiou, comme son Jaurès si aimé, ne verse pas dans le parisianisme. Elle a vécu à Paris une partie importante de sa vie, mais sans régner la Provence française dont elle était originaire et vers laquelle elle revenait très volontiers grâce aussi au cercle jaurétien et à la Ligue des droits de l'homme. Le socialisme municipal lui permet de s'ouvrir à d'autres expériences politiques que les parisiennes ou que celles de Carnot ou de Toulouse, également de reprendre la réflexion sur l'expérience et la tradition communale de 1971 à Paris et en Provence. Voyons que l'article du 71, après l'article du 71, Madeleine Reberiou porte un approfondissement de l'analyse, non seulement d'un point de vue chronologique, mais également au niveau des thématiques. Je n'ai pas le temps pour résumer ça, mais il y a toute une partie sur la culture et les pratiques ouvrières que Christophe vient de citer, qui sont à l'intérêt de ses intérêts sur le socialisme municipal. Et enfin, Madeleine Reberiou soulignait l'ampleur de la transmission de l'héritage socialiste aux communistes des années 30, alors que la SFIO n'est plus en mesure d'offrir, ni dans sa presse, ni dans ses congrès, une quelconque réflexion théorique.
Et nous savons bien que Rebelliou est des termes inversement proportionnels à l'attachement qu'elle avait pour Jaurès, a peu apprécié Léon Blum et son leadership. Cet héritage socialiste, Madeleine Rebelliou le disait encore, avait de toute évidence a été transmis aux notables locaux. Pour conclure, vraiment en 10 minutes, j'ai pris peut-être trop de temps. Pour conclure, je crois que le principal héritage que nous a laissé Madeleine, outre un grand nombre de contributions, préfaces et directions d'ouvrages qui témoignent de sa grande vitalité et de sa généreuse tendance à partager réflexions et suggestions, est celui d'avoir suscité auprès d'autres générations de chercheurs, la mienne et celle qui viennent de nous suivre, idées et curiosités intellectuelles utiles à la poursuite de nos travaux. Merci.